Salut à tous, petite interruption du 13-30 la semaine dernière parce que j'étais en vacances, dis donc. J'étais en vacances, pas cool. Et je retourne en vacances dans 2 semaines. Donc vous aurez votre coupure estivale bientôt. Et cette semaine, je reçois Kevin. Comment ça va, Kevin? Ça va super, et toi? Eh ben ça va, on va parler blockchain. On a déjà fait un épisode ensemble sur la Ouais. blockchain, sur la 13-30, mais cette fois-ci c'est blockchain avec du Python dedans. C'est normal, c'est l'été, c'est la saison des serpents. Merci à toi. Toujours premier sur la blague. Ah oui, effectivement. Toujours réactif, toujours hop hop hop. Donc ok, tu vas nous parler un peu de ce crossover, j'ai envie de dire, entre la blockchain et Python, le langage Python qu'on aime bien. Si vous n'êtes pas encore allé voir le film Flash, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, ça n'a rien à voir, mais j'avais envie de le dire. Tout le monde dit Ok. que c'est très pourri, mais en fait, c'est super sympa. Hop là, c'est parti. Bah écoute, je te mets sur la bonne visualisation pour que tu puisses lancer tes superbes slides. Ouais, eh ben, let's go. Ouais, du coup, aujourd'hui, on va voir, en fait, on va revoir un peu ce que c'est la blockchain ensemble. Le but, c'est pas de passer trop de temps sur la théorique, étant donné qu'on a déjà fait un épisode purement théorique la dernière fois Tout à fait. sur la blockchain. Que Là, vous le pouvez but, c'est retrouver surtout, sur la chaîne YouTube d'ailleurs, hein, en replay, hein. effectivement, et même sur la chaîne Twitch. Tout Mais, à fait, tout à fait. du coup, le but aujourd'hui, c'est de réellement voir comment on peut mettre ça en place en local d'abord. Et après, potentiellement, il y aura un autre épisode où je vous montrerai comment vraiment faire une blockchain décentralisée, parce que c'est le but, donc qui n'appartient à personne, et comment créer réellement une blockchain. Donc, les fondamentaux, déjà, qu'est-ce que c'est une blockchain? En fait, c'est un réseau pour stocker des données. Pour ceux qui ont déjà fait du C, je le rappelle, ça ressemble un peu à des listes chaînées. C'est-à-dire que, en gros, vous allez avoir en fait chaque maillon qui représente ce qu'on appelle un bloc, qui va être lié par via un autre bloc. On verra comment par la suite. C'est simplement en fait une sorte de base de données, mais qui respecte trois impératifs obligatoires. Donc déjà, elle doit être pérenne, infalsifiable et distribuée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pérenne, c'est-à-dire que les données, peu importe le temps qui va s'écouler, elles seront toujours existantes et elles seront toujours les mêmes. Elles ne doivent pas être modifiables. On arrive sur le second point. Elles doivent être infalsifiables, ce qui signifie qu'en gros, peu importe qui va avoir cette blockchain-là, peu importe qui va avoir ces infos-là, il ne doit pas pouvoir les modifier sans que les autres soient au courant. Et quand je parle d'autres, c'est ce qu'on appelle un réseau distribué. Là, on a deux schémas en dessous. On a un réseau centralisé, ça veut dire que une personne a l'ensemble des données et toutes ces personnes-là vont, tous nos utilisateurs, en fait, vont pouvoir aller lire la donnée ou écrire potentiellement dedans, mais il y a un seul endroit où elle est stockée. D'accord? Typiquement Facebook. Si on veut prendre un exemple concret, il y a des millions d'utilisateurs de Facebook, mais les serveurs appartiennent uniquement à Facebook. C'est ce qu'on Mm. appelle un réseau centralisé. Un réseau distribué, c'est un peu différent. Ce qui va se passer, c'est que chaque utilisateur a une copie de la blockchain et chaque utilisateur va en fait posséder la blockchain en partie. Mhm. Comment ça fonctionne réellement? Un utilisateur va avoir sa blockchain, un autre va avoir la même blockchain que lui, et en fait, à chaque fois qu'il y aura une mise à jour, l'ensemble des utilisateurs devront mettre à jour la blockchain avant de pouvoir relire la donnée. Mhm. Donc, chacun des utilisateurs possède la blockchain et a un droit de regard dessus. Typiquement, c'est ce qui rend ça infalsifiable parce que si on a une modification, l'ensemble des autres utilisateurs se rendront compte que eux, ils n'ont pas la même chose. Et donc, ils pourront dire, non, là, tu mens. Sur un utilisateur sur les 500, par exemple, que je vais avoir, il n'y en a qu'un qui a cette blockchain-là, donc tu es en train de mentir. Les 499 autres font force de décision, si tu préfères. Et Comment ça fonctionne? on est d'accord. Pardon, Ouais, oui, j'interviens. oui, vas-y, On est vas-y. d'accord que. Enfin, on est d'accord, je pose une question. Est-ce que ça veut dire Mhm. qu'il faut avoir l'unanimité -1 ou qu'il faut avoir plus de 50% pour pouvoir changer? Non, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a un truc qui s'appelle les hashes, donc on va voir juste après, qui va être mis en place derrière, qui permet en fait à chaque utilisateur de vérifier l'ensemble des maillons de la chaîne à chaque fois. Typiquement, en fait, qu'est-ce que c'est un hash? Justement, on y arrive. C'est une fonction mathématique qui a un sens unique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer, peu importe des chaînes de caractères, en gros, et que ça va nous ressortir quelque chose d'illisible par l'humain. Donc là, c'est ce qu'on a à gauche. Mhm. Là, on va avoir une chaîne de caractères basique. On va rentrer dans l'algorithme SHA-256, qui est le plus utilisé aujourd'hui.
Et en fait, ça va nous ressortir un hash, totalement illisible avec des lettres et des chiffres, Mhm. tout simplement. Le but de ça, c'est quoi? C'est que à partir de ce hash-là, on ne peut pas revenir en arrière, d'accord? Typiquement, aujourd'hui, pour tous ceux qui codent, des API, quand on crée un utilisateur et qu'on fait un système d'authentification nous-mêmes, on fait tous ça normalement. Quand on va ajouter un utilisateur à notre base de données, on ne va pas mettre son password en clair, on va mettre son Mhm. password haché. Pourquoi? Parce que ça nous permet de le comparer, c'est-à-dire que si on rehash la même chaîne, ça doit nous donner le même hash, donc le même résultat, mais on ne peut pas venir du hash et récupérer la chaîne qu'il y avait de Mhm. base. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un aspect sécurisé. On va voir comment c'est mis en place dans les blockchains, c'est un peu particulier, mais retenez simplement que le hash, en gros, c'est un algorithme qui va nous permettre de partir d'une chaîne de caractères ou d'une donnée en particulier et de changer ça de manière illisible par l'humain. Mhm. Dedans, on va rapidement passer dedans. On en avait beaucoup plus parlé la dernière fois, mais en fait, on a des portes logiques. Typiquement, on va avoir des portes oui, non, et cetera. Typiquement, quand on rentre dans une porte oui, si on met 0, ça nous sort 0. Si on met 1, ça nous rend 1. La porte non, c'est l'inverse. Si on rentre 0, ça nous renvoie 1. Et si on met 1, ça nous renvoie 0. Et ainsi de suite. On va en avoir beaucoup des portes logiques. Si on regarde l'algorithme de SHA 256, on voit que c'est la représentation des portes logiques de SHA 256. Donc on Mhm. voit qu'en fait, c'est un gros bordel parce qu'il va couper ça en sections de 32 bits et ces bits-là, en fait, il va appliquer des portes logiques derrière. On ne sait pas trop, pourquoi ça nous donne toujours le même résultat. On sait que ça nous donne toujours le même résultat, mais on est incapable de passer, du résultat à l'entrée de base. C'est ça qui est important. Bah oui, c'est ça qui est important, ouais, effectivement. On a ce qu'on appelle des collisions. En informatique, une collision, de hachage, plus particulièrement, c'est une correspondance aléatoire de 2 valeurs de hash. Typiquement, je m'explique, imaginons que je passe tutu dans un hash et que je passe tata à un moment donné, ou même, juste, coucou, peu importe. Il se peut que le hash soit, le même. C'est ce qu'on appelle un problème de collision. Mhm. Pour pas que ça se produise ça, on va en fait essayer de rentrer des valeurs distinctes. Malheureusement, il peut y arriver qu'il y ait des collisions. Pour les gérer, en fait, on va changer d'algorithme. Aujourd'hui, SHA 256, on n'a pas encore trouvé de collision. Mais on avait, les FD5, je crois, avant, qui étaient utilisés, Mhm. qui a été en fait, où on a trouvé le moyen de faire des collisions. On a trouvé 2 valeurs, en fait, en partant d'un hash, on a réussi à trouver 2 valeurs potentiellement qui donneront le même hash. Le but, c'est pas ça, donc en fait, cet algorithme-là a été abandonné. Aujourd'hui, SHA 256, il n'y a pas encore eu de collision dessus. Ok. Donc on espère, c'est un peu en stand-by, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si on arrive à qu'est-ce que c'est une réelle blockchain? En fait, ça va être une base de données classique où on va pouvoir stocker des informations. La plupart du temps, on va stocker quoi comme information? On va stocker les transactions, parce que Mhm. le but de la blockchain de base, c'est en fait de pouvoir s'extérioriser des banques et simplement pouvoir en fait créer une relation de confiance entre 2 particuliers. Mhm. Étant donné que c'est dans un réseau qui est partagé, donc en fait, on aura toujours notre donnée qui est disponible et on va pouvoir stocker les transactions de manière très claire. Donc si j'ai mon compte en banque sur une blockchain, typiquement, toutes les transactions en fait seront toujours stockées et j'aurai toujours une trace de toutes les transactions que j'ai effectuées depuis le début de la création de mon compte. Sauf que tous les autres utilisateurs auront aussi une trace de ces transactions-là. Bien Mhm. sûr, elles sont anonymisées, c'est ce qui se passe avec, par exemple, le Bitcoin, mais c'est ce qui nous permet en fait d'avoir réellement une séparation entre la banque qui est, elle, centralisée. C'est-à-dire que quand on a un compte dans une banque, tout appartient à la banque et nous, on Ouais. effectue simplement des opérations dessus. Une blockchain, dessus, on va avoir des trucs importants. On va avoir le hash du bloc précédent. Donc là, Mhm. par exemple, on voit que sur le bloc 65, je vais avoir le hash du bloc 64. D'accord? C'est ce qui nous permet aussi d'éviter les collisions, c'est-à-dire que chaque bloc va posséder le bloc du hash précédent. Pourquoi? Parce que tout simplement, imaginons que je modifie le bloc 64, le hash du bloc 64, quand je vais le recalculer, il va être modifié, on est bien d'accord? Mhm. Quand je vais aller dans le bloc 65, ça voudrait dire que je dois modifier le hash du bloc 64, le hash du bloc 65, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, parce qu'à chaque fois, l'ensemble des hashes vont être modifiés, étant donné que je possède une vision sur le hash du bloc précédent. Mhm. C'est comme ça qu'on sait que que c'est pas falsifiable, entre guillemets. On va avoir autre chose. Un hash aujourd'hui, avec les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, c'est très rapide à calculer. Souvent, on en a pour même pas 3 millisecondes. On a ce qu'on appelle une preuve de travail, un proof of work. En gros, c'est un int qu'on va incrémenter, tout simplement.
et on va l'incrémenter jusqu'à ce que notre hash finisse par un nombre de zéros prédéfini. Mhm. D'accord? Typiquement, aujourd'hui, alors sur le Bitcoin, je crois qu'on est à 22 zéros. Il faut bien comprendre que là, moi, mon PC en particulier, je peux monter jusqu'à 5 blocs, enfin 5 zéros à la fin de ma chaîne. Au-delà de ça, ça me prend une éternité. Mhm. Donc, ça ne fonctionne que parce qu'il y a plein d'utilisateurs et c'est mis en place uniquement parce qu'il y a plein d'utilisateurs. Si on s'intéresse à vraiment ce qui constitue un bloc, donc on va avoir en fait son en-tête, typiquement sa date de création ou des petites choses comme ça, son ID ou des petites choses importantes comme ça. On va avoir le hash de son bloc précédent. Donc là, on voit qu'on est sur le bloc 66 et que j'ai le hash du bloc 65. On va Normal. avoir toutes les transactions qui ont été faites avant la création de ce bloc-là. Ouais. Comment la création elle est déclenchée? Alors ça dépend. La plupart du temps, c'est le temps de minage. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, sur Bitcoin, tout le monde est tout le temps en train de miner le bloc suivant, donc en fait de Mhm. calculer le hash du bloc suivant. Simplement, on va rajouter des zéros pour que ça soit de plus en plus long. Plus on va avoir d'utilisateurs, plus on aura de zéros à la fin de la chaîne. Ok. Du coup, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'imaginons, là maintenant, on essaye de miner un bloc et que le bloc est miné dans 10 minutes. Toutes les transactions qui ont été effectuées pendant ces 10 minutes-là seront stockées dans mon bloc. Ok. Toutes les transactions qui seront après la création de ce bloc-là seront stockées dans le bloc prochain et ainsi de suite, tout Mhm. simplement. La preuve de travail, donc comme je vous l'ai dit, ça nous aide à fixer une valeur qui représentera la taille. En gros, on veut que ça se finisse par tant de zéros, typiquement. Si je veux que ça se finisse par 4 zéros, 5 zéros et ainsi de suite, plus je vais augmenter le nombre de zéros, plus ça va mettre du temps à s'effectuer. Bien sûr. D'accord? Le but, c'est vraiment de régulariser le temps de minage parce qu'effectivement, quand on mine un bloc, il faut récompenser notre utilisateur. Parce qu'il ne le mine pas pour rien. On n'utilise pas la puissance de calcul de son PC sans le Mhm. récompenser, entre guillemets. Voilà. Maintenant, je vous propose de passer à la démo. Donc, on va La voir démo. réellement. Exactement. On va voir réellement comment c'est codé derrière. C'est ça qui est bon, Hop. vas-y. Alors, premièrement, on va voir ici que en fait, j'ai créé une classe blockchain. Donc, vous voyez la classe blockchain comme une classe qui ne sera initialisée qu'une seule fois. Ok. D'accord? Tout au long de la durée de vie de ma blockchain, elle sera initialisée qu'une seule fois et partagée entre tous mes utilisateurs. Qu'est-ce qu'on va avoir dessus? Dessus, on va avoir un init, donc le constructeur de ma classe. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le bloc Genesis ou le bloc de Genève. Genèse, pardon. Genèse. Mhm. Genève, c'est une ville. Dedans, en fait, ce qu'on va mettre, c'est simplement le hash, un hash en particulier. Étant donné que c'est le premier bloc, on n'a pas de hash précédent. La plupart du temps, c'est un ou une valeur négative. Et on va lui mettre une preuve de travail aléatoire. Donc, la plupart du temps, on va l'initialiser avec une valeur totalement arbitraire. Là, moi, j'ai choisi 100. Pardon. Donc là, on voit que je fais un new block. New block, c'est une méthode que j'ai créée qui me permet de créer des blocs. On va voir ce qu'il y a fait dedans. Je lui passe simplement la preuve de travail Mhm. et le hash précédent que je vais vouloir initialiser. Dedans, si on regarde, je vais en fait créer un index. Donc en fait, je vais récupérer la chaîne qui est contenue dans mon bloc. On voit que je l'ai initialisé là, hein. C'est simplement un array vide, tout simplement, que je vais augmenter au fur et à mesure. Je vais prendre le dernier index, je vais l'incrémenter de 1. Je vais récupérer le temps pour avoir mon timestamp au moment de sa création. Mhm. Je vais récupérer les transactions. Alors, les transactions, c'est pareil, c'est une chaîne totalement vide et qui va se remplir au fur et à mesure. On verra après. On a une méthode qui nous permet de créer des transactions. Et en fait, ça va être stocké dans cette liste-là. Cette liste-là, à chaque fois que j'aurai créé un nouveau bloc, je vais remettre cette liste à zéro. Donc, on l'a ici. Donc là, en fait, je Ouais. vais stocker ma liste. Une fois que j'aurai stocké ma liste de transactions redeviendra vide et elle se remplira pour le prochain bloc. D'accord? Ouais. Je vais utiliser ma preuve de travail. Donc ça, en fait, c'est ce que je vais passer. On verra qu'en fait, ma preuve de travail va augmenter au fur et à mesure. C'est un int qui va augmenter petit à petit. On le demande parce qu'à chaque fois qu'on va recalculer le hash, mon hash va forcément être modifié, en gros. Mhm. Et enfin, je vais stocker le previous hash, donc le hash du bloc précédent, tout simplement. Dedans, ensuite, je vais bien entendu ajouter mon bloc à ma liste, tout simplement. Donc, on voit qu'en fait, c'est très simple. C'est vraiment une liste dans laquelle je vais avoir une classe typiquement qui pourrait s'appeler bloc. Ici, c'est simplement un objet que j'ai créé dans lequel, en fait, je vais avoir plusieurs informations. D'accord? Ce qui est important Ok. de comprendre, c'est qu'à chaque fois que je vais vouloir créer un bloc, on va le voir par la suite, je vais devoir le miner. Je vais devoir créer son hash. Et Ouais. c'est ce qu'on voit ici, le self.hash. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, je vais aller récupérer mon bloc au format de string, d'accord? Je vais simplement récupérer mes données au format de string et je vais essayer de le hasher. Donc en fait, là, c'est une ligne qui s'appelle SHA-256 et je vais le hasher à chaque fois, d'accord? Ça, il y a rien de compliqué pour l'instant, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est un algorithme mathématique que j'applique à une donnée, d'accord? Comme mes strings tout à l'heure qui me donnaient une donnée aléatoire, là, c'est pareil. Sauf que je vais appeler ce qu'on appelle proof of work. On verra par la suite quand est-ce que je l'appelle. Mais cette fonction-là, en fait, elle va continuer tant que je n'ai pas un nombre de zéros prédéfini. D'accord? Je commence à 0, on voit ici, et je l'incrémente de 1 tant que ce n'est pas valide. D'accord? S'il rend valide, c'est le fait que j'attende 4 zéros à la fin de ma chaîne, tout Ouais. simplement. Donc tant qu'en fait, je n'ai pas 4 zéros à la fin de mon hash, je vais continuer à miner. On va voir que ça va monter très très vite. On va le voir par la suite quand on testera. D'accord? J'ai une propriété qui me permet de récupérer le dernier bloc, tout simplement. Bon, ça, c'est a priori, c'est une propriété de classe très classique. Mm. D'accord? Donc, en gros, ça, c'est ma classe. Dedans, je vais avoir, en fait, comme fonction très importante, new block, new transaction qui me permet, en fait, simplement d'ajouter une transaction à une liste. A priori, tout développeur sait faire. Et enfin, le seul point compliqué, ça va être le valid proof, où en fait, je vais continuer de chercher mon hash et d'incrémenter ma preuve de travail tant que mon hash ne se termine pas par 4 zéros, tout simplement. D'accord? Ok, ça nous va. À la suite, je vais créer donc une API très classique avec des routes que vous pourrez appeler des utilisateurs en particulier. Ici, je vais avoir ma route min qui va me permettre pardon, de calculer de créer en fait un bloc. Qu'est-ce qui se passe dedans? On voit qu'ici, je récupère le dernier bloc de ma blockchain, d'accord? Et que j'essaye de calculer avec le proof of work, je vais essayer de calculer en fait simplement sa preuve de travail. D'accord? Tant que je ne l'ai pas calculé, je continue à le calculer, tout simplement. Je vais faire une nouvelle transaction. Pourquoi je fais une nouvelle transaction quand je crée un bloc? Parce que la personne qui va miner le bloc doit bien avoir une récompense. Et donc, en gros, je vais lui dire que le sender 0, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui lui a envoyé ça, c'est moi qui va lui donner, et je vais lui Mhm. donner un amount aléatoire. Ici, dans notre exemple, j'ai juste mis un amount de 1. En gros, je lui donne 1 comme si je lui donnais 1 euro. Mhm. D'accord? Le node identifieur, à chaque fois qu'en fait quelqu'un va essayer de créer, de se connecter à ma blockchain, là, étant donné qu'on est en local, je vais simplement lui donner quelque chose d'aléatoire. D'accord? On verra Ok. par la suite, dans sûrement le prochain épisode, que en réalité, je vais utiliser l'IP de cette personne comme node identifiant. D'accord? Mm. Ça nous va, ça nous va. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'aurai calculé le hash de mon bloc, ici. J'aurais Mhm. récupéré la preuve de travail. Et bien, en fait, je vais, avant de créer mon bloc, donc ici, on voit que je fais un new block, hein. Avant de créer mon bloc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recalculer le hash de ce bloc-ci pour l'avoir, pour être sûr de l'avoir. Donc, j'aurai la preuve de travail de ce bloc-là et le previous hash du bloc précédent, donc le hash du bloc précédent. Tout ça, je vais le rentrer dans mon new block pour pouvoir le créer et je vais renvoyer un message très classique, donc en renvoyant l'index, les transactions effectuées lors de la création de mon bloc, la preuve de travail qui a été nécessaire pour créer mon bloc et le hash précédent du précédent bloc. Bien entendu, je vais faire quelque chose d'important aussi pour qu'on se rende compte que les hash précédents sont bien égaux au hash du précédent bloc. Je vais Mhm. simplement afficher le bloc du hash en cours. D'accord? Donc le hash du bloc que je suis en train de miner. Et je renvoie ma réponse. En gros, très classique, j'appelle mine, ça va me récupérer le dernier bloc, ça va me calculer son hash, ça va le rentrer dans mon nouveau bloc. Et ensuite, je renvoie mon nouveau bloc, tout simplement. Ensuite, je vais appeler, j'ai créé une nouvelle route qui s'appelle transaction new. Donc là, en fait, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est simplement pour appeler new transaction. Donc en fait, je vais récupérer un sender, un receveur et une valeur. En gros, un échange marchand. Je vais dire que telle personne envoie à telle personne tant d'euros, tout simplement. Mhm. Ça, c'est très classique. Ça va simplement ajouter à ma chaîne, à ma liste de transactions. Et ma liste de transactions, on se souvient, elle redevient vide à chaque fois que j'ai miné un bloc. D'accord? Ouais. Et enfin, j'ai un truc qui me permet de récupérer l'ensemble de ma chaîne. On verra comment ça se passe. Mais en gros, je vais simplement parcourir ma chaîne et renvoyer sa longueur et l'ensemble de ma chaîne. Tout simplement. A priori, rien de compliqué. D'accord? Si on teste Testons. ça,
ici, donc j'ai MindBlock. Alors déjà, il faut que je lance. Ça peut peut-être C'est être mieux. utile. Plus facile Hop, pour tester. ici, je vais lancer. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va lancer mon API Flask classique. Ça, pour des gens qui ont déjà utilisé Python, ça devrait être classique. Ici, je vais miner un bloc sans transaction dedans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On voit que j'ai miné mon bloc. Ici, il y a le hash de mon bloc en cours. Donc, on voit qu'il commence par C3F. On essaiera de s'en souvenir après. Mhm. On voit que son index c'est 2. Pourquoi c'est 2? Parce qu'on se souvient qu'au départ, chaque blockchain a un bloc vide, en gros. C'est ce qu'on appelle un bloc de genèse ou le bloc Genesis en anglais. Ouais. On a un message new block for gen, donc ça, c'est simplement ce que j'ai renvoyé. On voit que ici, en preuve de travail, donc ça veut dire en calcul de hash, ici, il l'a calculé quand même 18 000 fois, 18 350 fois, avant de trouver un bloc Hmm. se terminant par 4,0. D'accord? Ça, c'est la preuve de travail en cours. Ça, c'est le previous hash. Et bien entendu, j'ai le hash ici qui correspond à le hash de ce bloc-là. Ce n'est pas contenu dans mon bloc, attention. Ce n'est pas contenu dans mon bloc, mais par contre, c'est une valeur que je peux récupérer pour vérifier si oui ou non, ça sera bien stocké par la suite. D'accord? Mhm. Ici, je vais avoir le montant de mes transactions. Donc ici, en fait, on voit que j'ai qu'une seule transaction, c'est celle qui récompense mon utilisateur, Ouais. tout simplement. Si j'essaye d'ajouter des transactions, donc là, j'ai que 2 blocs actuellement. Si j'ajoute une transaction ici, j'ajoute une autre transaction de 42. Donc, on voit qu'en fait, il nous dit clairement, toutes ces transactions-là, elles seront dans le bloc numéro 3. Pourquoi? Parce qu'actuellement, je n'ai pas miné de bloc. Donc, on voit bien que peu importe combien j'en ajoute, il me dira toujours, attention, c'est dans Mhm. le bloc 3. Qu'est-ce qui va se passer si j'essaye de créer un nouveau bloc à partir de ce moment-là? On va voir que, hop, alors, tac, pourquoi quand je le sème, ça ne fonctionne pas? Voilà. Alors, il a créé un bloc numéro 3 et un bloc numéro 4, ça c'est juste mal actualisé. On va Mhm. récupérer ma chaîne derrière. Ici, hop, si je l'envoie, on voit que j'ai, alors, en grand, quand je récupère l'ensemble de ma chaîne, on voit qu'ici, donc j'ai mon index 1, mon bloc vide, tout simplement. Je n'ai pas de transaction parce que je ne vais pas récompenser moi-même d'avoir créé un bloc. Non. Pas Voilà, utile. c'est pas logique, c'est pas utile. Ici, on voit que dans mon deuxième bloc, donc le previous hash c'est 9FB, et si vous vous souvenez bien, son hash à lui de base, C'est à mon bloc 3F. numéro 2, c'est C3F, exactement. Et voilà, il n'y a Ici. rien limpide. Et oui, effectivement, tu as une très très On bonne est mémoire. super fort. Ici, on voit que la transaction, j'en ai qu'une, étant donné que je n'ai pas effectué de transaction lors de la création de mon bloc. Donc, c'est simplement la transaction qui récompense la personne qui a miné mon bloc. Mhm. Et enfin, on a l'index 3 avec son previous hash. Donc, on voit bien que c'est le bon. C'est bien C3F. D'accord? J'ai la preuve de travail. Donc là, on voit que, encore une fois, ça a doublé, hein. Ça a même un peu Mhm. plus que doublé. Ici, on était pratiquement à 20 000. Ici, on a 51 000. Donc en fait, plus on va Ouais. rajouter et plus on va essayer de calculer un hash avec des 4 zéros ou 5 zéros, plus ça va être lent. Ici, c'est plutôt rapide, étant donné que c'est que 4 zéros. Je vais vous montrer après que si je monte à 5 ou 6 zéros, ça peut prendre extrêmement longtemps. D'accord? Mhm. Ici, on a la liste de toutes mes transactions que j'ai effectuées. Voilà. On a toujours celle d'un montant de 1 qui récompense la personne qui a miné. D'accord? Ouais. Tout le reste, c'est des utilisateurs qui ont, en fait, ça c'est un ID d'utilisateur classique, hein, peu importe. Et enfin, j'ai le bloc numéro 4, où dans celui-là, pareil, je n'ai pas effectué de transaction. Et là, on voit que ma preuve de travail, elle est de 503. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est très aléatoire. C'est pour ça qu'on rajoute beaucoup de zéros. Typiquement, dans Bitcoin, pour calculer un bloc, ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre une minute, en fonction de Ouais. la chance de l'utilisateur. On se rappelle que c'est que des probabilités. Donc, s'il a une probabilité d'une chance sur 3 milliards de trouver le bon bloc, a Hmm. priori, ça va lui prendre du temps. Sauf que s'il a vraiment de la chance et qu'il tombe dès le premier essai sur le bon bloc, eh ben, ça va prendre beaucoup moins de temps. D'accord? Nous sommes Et là, on d'accord. voit que j'ai une longueur de 4. D'accord? Qu'est-ce qui se passe du coup si je change la preuve de travail qui est juste valid proof ici. Et si je lui demande, cette fois, tu commences par 5,0. D'accord? Si je relance ma blockchain pour qu'il prenne les modifications de mon code en compte, si j'essaye de miner un bloc, on voit que là, c'est déjà beaucoup plus long. Ouais. Il faut bien comprendre qu'à ce jour, si je ne dis pas de bêtises,
le Bitcoin, il est à, je crois, 63 ou 64 zéros derrière. Ouais, Donc, il faut bien comprendre que pour un utilisateur tout seul, ça serait impossible de le calculer. Ça ne ouais, fonctionne que parce que c'est distribué. D'accord? bien On sûr. arrive à la limite ici, et donc ça va être pour finir, vu qu'il nous reste que 5 minutes. On va le laisser calculer le temps qu'il finisse. On arrive à la limite, c'est-à-dire que là, je suis centralisé. C'est-à-dire que tout m'appartient à moi et seulement à moi. On voit que quand je redémarre mon application, j'ai ma blockchain qui redémarre à zéro. D'accord? Mhm. Parce que simplement, elle est stockée nulle part et encore une fois, j'ai qu'un seul utilisateur qui l'utilise. Je vous propose que la prochaine fois, on voit ensemble comment rendre vraiment une blockchain distribuée et rendre ça vraiment efficace. La prochaine fois, on fera quelques petites modifications. Ici, on voit que le previous hash, il n'a pas les 4 zéros dont je vous parlais au départ. Ouais, Pourquoi? Parce qu'il s'est calculé après. Donc ça, pourquoi je le calcule après? Parce que sinon, ça prendrait en fait un temps exponentiel au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça prendrait de plus en plus de temps à calculer. Pour notre exemple là, je ne l'ai pas mis. La prochaine fois, je vous propose de le faire avec simplement 2 zéros, sauf que cette fois, on aura vraiment le visuel des 2 zéros à la fin mhm. et ça sera distribué. Donc, en fait, je lancerai plusieurs fois mon application sur plusieurs ports différents. Ça simulera plusieurs utilisateurs et on verra bien que grâce à une communication réseau, l'ensemble de mes utilisateurs auront une copie de la blockchain et on pourra parler notamment des problèmes qui sont en cours quand on a un souci. Typiquement, qu'est-ce qui se passe si j'ai un utilisateur qui arrive à miner un bloc et sur la même seconde, j'ai un autre utilisateur qui arrive à miner un bloc? Ça peut arriver. Eh Ça bien, peut en fait, effectivement arriver. c'est ça. Et là, on a un gros problème. Bah, comment on fait? En fait, on va regarder, c'est un nom particulier, on en parlera beaucoup plus en détail la prochaine fois, mais simplement, on va regarder laquelle des blockchains qui a été calculé, lequel des blocs a été calculé, et le plus loin dans la blockchain. Donc, en gros, le maillon le plus éloigné. Typiquement, Mhm. mon utilisateur 2, il calcule, il est au maillon 63. L'utilisateur 4, il est au maillon 70. Bah, je vais prendre l'utilisateur en 70. C'est Mhm. intéressant de voir comment c'est mis en code quand c'est une architecture distribuée, parce que pour le coup, c'est pas simplement, on va pas simplement parcourir la chaîne. On va Ouais. d'abord faire ce qu'on appelle une sorte de merge pour ceux qui utilisent Git. On va Mhm. merger en fait les blockchains et vérifier laquelle est bonne et laquelle on va prendre et redistribuer à tout le monde. Et c'est ce comportement-là qui est intéressant à voir. Hmm. Voilà. Ok, très bien. Ben, on aura un épisode supplémentaire. Alors, Ouais, quand j'allais dire à la rentrée, mais je crois que ça sera plutôt octobre parce qu'on a déjà pas mal de choses dans le pipe, dont notamment pour la semaine prochaine, vous serez heureux de l'apprendre. Power Pages, customisation avancée. Ce sera avec Dimitri Le Foll qui était déjà venu un peu avec nous. Et ensuite, ce sera les vacances et on reprendra le 23 août. 23 août, on parlera de Git aussi, dis donc. Licence et eh bien, open source. Et ouais, ça va être cool. eh ouais. C'est Ça va stylé, être c'est très bien. stylé. Merci beaucoup, Kevin. C'était très très bien. Moi, j'ai bien aimé cette histoire de blockchain là, comme dans tu l'as. C'est clair avec toi. Voilà, on Merci. comprend. On suit la chaîne tranquillement avec tous tes zéros. Et la prochaine fois, avec la version distribuée, ça sera Ouais, encore mieux. Donc, on vous dit à ouais, bientôt, ouais. les amis, et puis à la semaine À prochaine. bientôt. À la semaine prochaine.